Naval Group. J'étais anciennement chez Sirena dans la partie calcul numérique de Naval Group. Et aujourd'hui, à Naval Group, je suis donc responsable de la partie hydrodynamique du propulseur, de tous les propulseurs en général sur le bateau, et uniquement hydrodynamique, même si du coup, de ce poste, je fais l'interface avec les équipes de structure, les équipes de l'environnement militaire pour l'acoustique et tout. Et aujourd'hui, ce sera l'interaction avec la partie propulsion dont je vais parler, donc avec le sujet principal qui est donc la capacité de modéliser, de prédire les vitesses des navires et donc leur consommation, le choix des dimensionnements moteurs. Tu peux. Voilà, donc d'abord, je vais commencer par présenter un peu le schéma très global. Donc déjà le schéma des activités, de comment ça s'intègre dans la conception globale, donc du début de la conception jusqu'à la fabrication du bateau. Ensuite, je ferai un focus sur comment sont mis en place les outils, de quoi c'est constitué principalement. Donc, ce sera beaucoup plus centré comme sujet. Puis après, on reprendra un peu de recul pour comprendre comment on valide les modèles qu'on aura mis en place. Voilà, tu peux changer. Voilà. Pour commencer, donc, le sujet dont je parle aujourd'hui, donc, ce sont les performances propulsives qui sont très simplement euh, la vitesse maximale, la capacité à prédire la vitesse maximale du navire, la capacité de prédire sa consommation à la vitesse d'autonomie, et puis après un peu plus compliqué, mais dans la même veine, les séquences de freinage, d'accélération, de distance d'arrêt du navire. Donc tout ça, c'est la partie, on va dire, de simple. On fait des trucs beaucoup plus compliqués. Là, on restreint l'étude au cas du navire qui avance en ligne droite et donc qui fait juste des manœuvres d'accélération, freinage dans une direction. Mais vous allez voir, il y a quand même deux, trois trucs à maîtriser et qui permettent ensuite, une fois maîtrisés, de détendre tous les sujets. Euh, et donc ces performances-là, elles sont liées directement à plusieurs sujets d'études du bateau, dont notamment le dessin des formes qui a été mentionné ce matin, qui permet de choisir justement sur ces formes en U, en V, pour optimiser le bateau vis-à-vis de sa résistance, en prenant en compte toutes les contraintes architecturales de stabilité, euh, d'emménagement. Évidemment, c'est aussi le dessin des appendices et le dessin du propulseur. Donc l'hydrodynamique est également en charge forcément de la prévision des performances, donc via des calculs ou des essais, euh, et la définition et également de la définition des méthodes de correction des essais. Alors, on reparlerai légèrement après. Et finalement, la génération des données. Donc voilà, nous, on produit toutes ces données-là qu'on peut ensuite fournir aux différents équipiers, notamment propulsion, qui eux font les estimations finales. Voilà, donc typiquement, moi, mon travail, en quoi ça consiste? On part de tout en haut, on est en avant-projet, on fait des calculs simplifiés via des feuilles Excel, via des ABAC, et on commence à estimer les performances du navire. Et puis historiquement, ensuite, on réalisait des séries d'essais bassins. Enfin, moi, je suis en charge de la coordination technique. C'était donc DGATH ou un autre bassin qui était mandaté pour faire les essais, qui permettait d'obtenir une valeur plus précise. Et puis avant, historiquement, on passait donc aux essais à la mer. Puis ensuite, les méthodes numériques sont arrivées. Ça fait quand même un bon moment maintenant. Donc il y a des méthodes numériques qui ne nécessitent pas trop de moyens de calcul. Donc ceux-là, on est encore capable de les mettre en œuvre dans mon service qui tournent sur des PC standards. Et puis après, il y a les méthodes de calcul beaucoup plus complexes qui nécessitent des moyens de calcul et des connaissances accrues en hydrodynamique. Et donc ça, c'est délégué à Sirena. Et puis, évidemment, le travail, enfin, de toute façon, c'est là aussi, le travail ne s'arrête qu'une fois les essais à la mer réalisés, donc également une activité dans laquelle on participe pour vérifier que les prédictions sont bonnes. Et puis, idéalement, quand on a encore un peu de temps sur le projet, on reboucle pour comprendre d'où viennent les éventuels écarts. Donc, non, tu peux rester sur la...
Donc comment ça s'organise dans un projet? Donc c'est ce que je disais. Donc en avant-projet, on a les méthodes analytiques. Donc là, on peut itérer rapidement. C'est là où on fait toutes les études paramétriques sur les formes et on commence à figer. On commence à faire un peu de CFD, puis de plus en plus maintenant que les méthodes sont vraiment bien ancrées, on essaie de les dérouler dès les avant-projets, parce que ça permet de réduire quand même significativement les marges et donc d'être plus précis dans ce qu'on vend aux clients dès le début. Ensuite, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on fait évoluer en continu le dessin des formes et donc on doit en continu évaluer les performances pour garder une maîtrise complète de la performance et de la valeur annoncée. Euh, Ensuite, on passe en phase de définition. Donc là, on va dire que le type de forme est figé, hein. C'est un monocoque avec une forme en V, typiquement. Donc là, on peut lancer une première série d'essais maquettes. C'est des essais assez restreints. Enfin, on va dire que c'est le batch minimal d'essais permettant d'avoir les données principales. Donc ça, les essais, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, on va en faire une itération. Donc on aura une forme de coque, une forme de propulseur, alors qu'en CFD, on va pouvoir itérer en parallèle sur plusieurs formes pour pouvoir continuer à recaler ces essais bassins et avoir à la fin la bonne valeur. Et une fois qu'on a bien avancé, on passe en phase de développement et industrialisation. Et là, à ce moment-là, on continue à faire énormément de CFD parce que alors c'est pas les mêmes données qui nous arrivent. Là, ça va être des données euh, plus du chantier, peut-être qui va nous imposer des formes d'appendices parce que ils ont une facilité de fabrication ou une complexité où on avait trop compliqué les formes. À ce moment-là, on retravaille les formes de nouveau. Et donc, on repasse à chaque fois les évolutions, on les retraite en CFD pour évaluer l'évolution des performances. Et en parallèle, on génère une série d'essais maquettes qui va beaucoup plus loin, là, uniquement que le sujet dont on parle, qui couvre vraiment tout le sujet, tout le spectre. Notamment, on va pouvoir aussi traiter les cas les configurations dans la houle, qui sont encore trop complexes. Enfin, on est capable de les traiter en CFD, mais c'est des calculs lourds qui prennent du temps sur le cluster. Alors que les essais maquettes, une fois que la maquette est fabriquée, ce qui prend le plus de temps, les essais déroulent assez vite et permettent d'avoir une base de données conséquente pour être capable de dépouiller les SMR qui sont forcément pas réalisés dans des conditions idéales. Voilà, donc maintenant que vous avez une vue globale de à quel endroit on va insérer la CFD, je vais vous présenter un peu ce que c'est peut-être, ou en tout cas les problématiques qu'on peut rencontrer quand on essaie d'en faire pour les applications navales. Oui, donc déjà, de nouveau, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place? Dans un premier temps, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des procédés de calcul qui sont le pendant exact de ce qu'on fait en essai ou de ce qu'on faisait en essai en bassin. Comme je disais, on est sur une configuration simplifiée, ligne droite, libre en assiette, donc le bateau peut tanguer et s'enfoncer librement dans l'eau. Les vitesses d'avance et les vitesses de rotation sont figées et on attend un état stationnaire en tout cas du résultat global. Euh, et l'intérêt de la CFD, c'est qu'un même calcul peut ensuite être étendu pour obtenir plusieurs données. Donc typiquement, on est parti tout en haut juste d'une carène tirée à la surface. Donc on en déduit la résistance à l'avancement, puis on intègre l'hélice, du coup en considérant le sillage des appendices, qui donc va jouer sur l'efficacité du propulseur. Et puis après, si on va plus loin, on peut prendre en compte des phénomènes plus avancés sur l'hélice, tels que la cavitation. Donc c'est le fait que l'eau se transforme en vapeur du fait d'une très forte dépression. Ça a été évoqué par Thierry tout à l'heure. Et puis un autre sujet qui peut être directement déduit de nos calculs, ce sont les pressions fluctuantes donc sur la voûte pour aider au dimensionnement des structures. Et éventuellement, c'est aussi également un sujet qui peut être relié à l'environnement militaire parce que c'est aussi des ondes acoustiques qui vont se propager dans,
dans l'eau, mais également dans le bateau et qui s'entendent et peuvent gêner le confort des marins éventuellement. Donc voilà, c'est ça donc qu'on veut obtenir. Donc maintenant, comment on fait? C'est quoi la CFD? Donc la CFD, c'est vraiment un ensemble de méthodes de calcul. Nous, on est restreint à une classiquement retenue. Donc l'objectif, c'est de décomposer un domaine, un très grand volume autour d'une coque et de la diviser en petites cellules, hein, tout simplement dans laquelle, pour chaque cellule, on va résoudre une quantité d'équations que je vous montrerai pas pour simplifier. Euh, et donc là, on va surtout s'intéresser à qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place, tester, vérifier, regarder pour arriver à un calcul robuste et qualifié. Donc, d'abord, il faut définir les dimensions de ce domaine autour du bateau. Donc, ça, c'est relativement facile. Il faut choisir les conditions aux limites sur chaque face de ce grand domaine d'études. Donc là encore, c'est un choix relativement facile. Et puis après, ça va devenir un peu plus complexe. Il va falloir choisir un pas de temps, donc c'est-à-dire un incrément itératif pour la résolution du calcul. Donc là, on commence déjà à tomber sur un premier hic. C'est quand on fait l'étude juste avec la coque du bateau, c'est pas trop mal. On a un facteur de temps qui est proportionnel à la vitesse et à la longueur du bateau. Ça reste des pas de temps assez élevés. Le calcul converge vite. On est tranquille. Et dès qu'on veut rajouter l'hélice, pardon, là, les pas de temps, ils chutent drastiquement. Euh, et donc, ça demande des ressources de calcul beaucoup plus élevées. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on a été capable de passer sur cette modélisation, donc où on intègre l'hélice dans le calcul, mais c'était pas le cas encore il y a bon, il y a une bonne grosse poignée d'années maintenant, où on essayait de ne pas mettre l'hélice dans le calcul, mais de la modéliser plus simplement par l'intégration d'un champ de force. Donc, voilà, ça a été un processus itératif. Au cours du temps, on a rajouté de plus en plus de complexité au calcul. Slide d'après. Euh, donc les autres sujets simplistes hein, qu'on a traités, hein, ce sont aussi, donc il faut également choisir la façon dont on va modéliser le maillage autour de la surface cible, donc de la surface, l'interface entre l'air et l'eau. Donc alors, c'est pas compliqué en soi, mais il faut avoir un code de calcul qui le permet. Ils le permettent pas tous, donc forcément ça conduit à en sélectionner certains plutôt que d'autres. Euh, il faut modéliser la, il faut modéliser l'air et l'eau. Finalement, dans les codes CFD, la méthode qui est retenue, c'est pas de modéliser deux fluides complètement différents, mais en fait, c'est un fluide unique qui a la capacité de changer, euh, bah, d'être soit de l'eau, soit de l'air en fonction d'un paramètre fictif qui passe de 0 à 1. Et donc, il doit changer très brusquement au niveau de l'interface. Et ça peut conduire à des phénomènes alors, streaking en anglais, ventilation numérique en français. Et ça, c'est un sujet qu'il faut absolument traiter, qui est maintenant traité assez simplement, mais qui n'était pas, en tout cas, quand j'ai repris la CFD, c'était encore un sujet euh, sur lequel il fallait vraiment faire attention. Donc depuis, ça, c'est traité simplement. Donc on n'a plus toutes ces bulles d'air numérique qui viennent se balader sur la carène. Ça. Euh, un autre choix, et ça c'est plus intéressant parce que alors c'est très basique. La stratégie de mise en position du navire, donc comme je vous l'ai dit, le bateau il doit être libre en position en assiette, il faut le gérer aussi dans le modèle de calcul. Alors, savoir de combien se déplace le bateau, bon, ça c'est relativement facile. Et après, savoir comment le traiter en numérique, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a plusieurs options de choix et surtout, c'est des options qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients et qui sont apparus successivement. Donc la solution de base, c'était de déformer brutalement le maillage. Mais à ce moment-là, on commençait à avoir des problèmes, on pourrait en tout cas avoir des problèmes du type cellules dégénérées, un calcul qui converge plus ou ce genre de problème. Mais ça a été quand même la méthode privilégiée hein, pendant un bon moment. Et en plus de ça, ça avait des limitations. Ça rendait c'est quasiment inapplicable dans la houle.
C'est pas très performant quand on veut faire de la manœuvrabilité. Et donc, on a opté maintenant pour utiliser la méthode chimère qui a été évoquée tout à l'heure pour les torpilles, qui consiste à imbriquer des maillages, un maillage global extérieur et un maillage lié à la coque. Les deux maillages sont superposés. Il y a évidemment des algorithmes spécifiques qui traitent les mailles aux interfaces. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut générer des mouvements d'amplitude beaucoup plus élevés. Donc, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une méthode qui est apparue beaucoup plus récemment. Bon, a priori, il me semble que Fabien l'utilisait déjà il y a 10-15 ans pour les éjections d'armes, mais on a commencé à l'intégrer dans un processus qui était déjà bien qualifié, bien mis en place, beaucoup plus récemment. Donc, ce que je veux dire là, c'est il faut atteindre un procédé qualifié, mais il faut que ce procédé soit suffisamment souple pour pouvoir intégrer des évolutions et des nouveautés dans le calcul, pour pouvoir intégrer voilà, des innovations qui nous font gagner du temps et qui permettent d'étendre le calcul à d'autres fonctionnalités. Et dernière, et j'aurais pu commencer par ça parce que la source de la modélisation retenue, donc ce sont les modélisations qui ont été évoquées tout à l'heure, modélisation Rance. Ce que ça sert essentiellement, ça sert à modéliser la turbulence. Voilà, c'est ça que ça qu'il y a derrière. Et la turbulence, c'est quoi? C'est ce sont toutes les instabilités chaotiques d'un écoulement qui rencontre enfin, dans le sillage d'un objet. Donc, typiquement, là, je vous mets l'exemple d'un calcul autour d'une hélice où l'écoulement il est modélisé par une solution Urance. On modélise quand même une instationnarité globale de l'écoulement, mais on modélise pas les fluctuations locales. Et en dessous, on voit le même, c'est le même calcul. Donc, c'est le même calcul, ça veut dire que l'hélice tourne à la même vitesse, l'écoulement amont, c'est le même. Et pourtant, l'écoulement aval, bah voilà, c'est évident, il a pas du tout, il est beaucoup plus déstructuré. Donc c'est un pas de temps figé, c'est pour ça aussi que ça sort très déstructuré, peu ressemblant à l'image d'au-dessus. Mais on modélise beaucoup plus d'écoulement. Par contre, c'est euh, en contrepartie, bah, il faut le payer numériquement. Il faut des moyens de calcul, il faut des pas de temps beaucoup plus faibles, donc des temps de calcul beaucoup plus longs. Il faut des mailles beaucoup plus petites, donc résoudre les équations sur beaucoup plus d'éléments. Donc il faut des calculateurs beaucoup plus conséquents. Euh, et donc tout ça, ça apparaît que petit à petit, au fur et à mesure qu'on gagne qu'on croît en taille de capacité de calcul. Et donc ça aussi, il faut qu'on soit suffisamment agile pour être capable de l'intégrer petit à petit dans nos modèles. Après, pour expliquer un peu les images, donc voilà, typiquement, ce qu'on peut relever en un point local de l'écoulement, ce serait en rance, ce serait le trait vert, l'écoulement serait complètement stabilisé. Bon, il n'aurait pas de sens pour une hélice stabilisée de toute façon. En urance, on arrive à capter un écoulement en bleu qui est, disons, périodique, ou en tout cas, il a une instationnarité globale avec des échelles de temps assez grandes. Et la turbulence, c'est vraiment les écoulements qui bougent très rapidement en rouge en moyenne autour de ce trait bleu. Et on peut ensuite les représenter. Le modèle, lui, ce qu'il traite, c'est la vision spectrale de cette information-là. Donc, ce sont des petites fluctuations autour de vitesse en temporel qu'on peut traduire par plein de variations d'amplitude différentes à différentes fréquences. Donc, c'est ce qu'on présente classiquement sur cette cascade de turbulences. Donc, en abscisse, on a différentes tailles de structures, de la plus grosse à la plus petite. Alors, c'est représenté schématiquement par des tourbillons, mais c'est très déstructuré. Hein. C'est pas un écoulement qui tourne en rond. Euh, et en abscisse, c'est son énergie. Et donc, le Urance, voilà, typiquement, on s'est exagéré, mais il modélise, il calcule effectivement tout ce qui est à gauche et puis tout ce qui est à droite n'est pas pris en compte dans le calcul, ou en tout cas est modélisé dans le sens où c'est une équation mathématique qui vient vraiment simplifier tout ça. Alors sur des modèles plus avancés, type LES, on essaie de modéliser un maximum de l'écoulement. Donc, il faut des pas de temps capables d'aller chercher des structures toutes petites. Il faut des mailles capables de les intégrer. Et donc, forcément, bah, il restera quand même une limitation où
des tourbillons trop petits qu'on n'arrivera pas à capter, qui resteront modélisés. Et donc, le step pour passer de l'un à l'autre est vraiment très conséquent et il faut être capable de le gérer. Voilà, donc tout ça, c'est une petite liste non exhaustive de tous les ingrédients qu'il faut avoir pris en compte pour construire un modèle capable, in fine, donc de calculer la résistance. Donc maintenant, on va passer à la partie validation. Il me reste combien de temps? Ouais, bon, je pense que ça devrait aller. Donc l'idée, là, maintenant qu'on a un modèle de calcul, on a assemblé toutes nos briques élémentaires. Euh, Forcément, on arrive à obtenir un résultat. C'est pas très compliqué. Surtout maintenant, les codes de calcul sont vraiment robustes. Donc, a priori, on devrait tous réussir à obtenir un résultat. Et faut-il encore que bah, le résultat soit valide. Donc, historiquement, on a validé les modèles de calcul sur des données académiques, soit, puis sur des données de navires réels, mais dans un premier temps à l'échelle maquette, ce qui est pas forcément des plus simples et peut-être même la solution la plus compliquée. Et puis après, on est passé à la validation à l'échelle réelle, qui finalement nous permet de simplifier certains éléments de la méthodologie. Et l'autre élément de l'ingrédient important pour la validation, c'est que ce soit sur une base de données étendue, des formes de code différentes, des formes d'hélices différentes, parce que c'est trop facile sur un cas d'obtenir le bon résultat a posteriori. L'objectif, c'est d'avoir le bon résultat ou un résultat robuste sur une série de tests. Et donc, oui, voilà, donc on a fait des comparaisons à des mesures physiques à l'échelle maquette, puis à l'échelle réelle. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes rapidement. Donc, bah, typiquement, la résistance à l'avancement, donc on représente en fonction du nombre de fois, donc la vitesse divisée par la racine du navire, de la longueur. Donc, on est capable, donc en CFD en rouge, de représenter, de recalculer ce qu'on obtient en essai maquette. Et on est capable de le modéliser à l'échelle maquette ou à l'échelle réelle. Bon, l'écart entre les courbes échelle maquette et réelle, c'est simplement bah, les fameux effets d'échelle qui sont soit calculés via, bah, qui sont extrapolés des données d'essai ou alors qui sont calculés directement en CFD. C'est un des avantages. Et puis un autre truc qui est vérifié, bah, c'est une corrélation. Si on a la bonne résistance, c'est probablement que les autres données sont bonnes. Typiquement, l'attitude enfoncement assiette du bateau qui sont également bien calculées en essai et en échelle réelle. Ce qu'on peut constater ici, c'est que pour le coup, il n'y a pas d'effet d'échelle ou peu sur ce bateau-là, sur l'enfoncement et l'assiette. Sous-entendu que l'effet d'échelle vient principalement voir uniquement du frottement sur la coque et pas de l'effet de la vague. Ensuite, on met l'hélice. Donc, on retrouve le coefficient J dont Fabien a parlé, qui est du coup représente l'angle d'incidence du flux sur les pales. Donc, en faisant varier la vitesse de rotation ou la vitesse d'avance, cet angle varie et donc le curseur J varie. Nous, on a retenu de faire vraiment comme en essai, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs points de calcul, donc chacun un J différent. On fait la mesure de KT, KV, donc incluant la succion cette fois, et de couple derrière sur l'hélice. Et voilà, et donc on le mesure en essai et on le calcule également en CFD. Puis là, on peut observer également une bonne corrélation, ou en tout cas une corrélation suffisante des courbes pour être capable de prédire l'autopropulsion, qui se trouve à l'intersection. Voilà, ça se trouve à l'intersection entre les courbes de KV et de KR qui représentent la résistance du bateau. Et donc, je vous ai parlé un peu de performance d'accélération freinage. Donc, pour le coup, on est un peu plus bas niveau. On a clairement moyen de faire beaucoup mieux, mais le processus actuel étant, et puis la performance étant généralement bien maîtrisée, c'est pas une source d'inquiétude. Donc, elle est modélisée simplement simplement. C'est pas les écoulements les plus simples. Donc là, de nouveau, on présente la caractéristique de poussée et de couple de l'hélice, toujours par rapport à un certain angle d'incidence entre un angle d'incidence vu par la pale. Pour le coup, c'est vraiment des degrés. Donc 0, on est
l'écoulement vient de devant, en 360, l'écoulement vient de derrière, puis on a toutes les autres incidences vues par une section de la pale. Non, ça ne veut pas dire que l'écoulement vient par là. Ce que je veux dire, c'est que comme l'hélice tourne et qu'on a un certain écoulement, localement, ici, l'écoulement, il est plus ou moins orienté autour de la pale, quoi. C'est ça qu'il faut prendre. Et donc, on est capable de calculer les écoulements simples. Donc, premier cadran, on est en marche avant, l'hélice tourne dans le bon sens. Bah, on se rend compte que le calcul se passe bien, c'est le calcul du haut. Hein. L'écoulement, il est plutôt stable, hein, d'autant plus en rance sans LES, c'est plutôt propre. Et puis après, dans le deuxième cadran, on est en train de freiner. Euh, Au-delà de 90, l'hélice, elle n'est pas carrément en marche arrière. Et là, on commence à obtenir des écoulements qui ont plus beaucoup de logique et qui sont très chaotiques, très compliqués à modéliser. Il y a toujours un moment où la pale, elle va être en train de lutter pour repousser. Donc typiquement, ici, l'écoulement, il va comme ça. Et la pale, elle essaie de pousser l'écoulement dans l'autre sens. Donc elle est vraiment en train de lutter. Il y a un moment du basculement qui est très dur à capter, que ce soit en calcul ou en essai. Bon, là, il n'y a pas les courbes d'incertitude, mais même en essai, il y a une plage de mesure assez élevée sur ces points-là. Mais toujours est-il qu'on arrive voilà, à faire toute la batterie d'angles et à avoir des courbes au moins qui se ressemblent pas trop mal. La deuxième étape étant de les intégrer dans un simulateur complet pour calculer les séquences de freinage. Donc, normalement, voilà, dernière slide. Euh, une fois qu'on a vérifié tous ces petits points un par un, l'heure de vérité, c'est la comparaison en écart en puissance et en écart de vitesse de rotation par rapport à un navire à la mer. Donc ici sur les graphes, c'est des cartes en écart par rapport à la mesure à la mer. Donc une mesure à la mer qui a été réalisée sur tous les navires de la série. Donc c'est une valeur moyenne plutôt bien convergée, bien maîtrisée. Et donc en écart, la valeur CFD par rapport à cette référence mère, où est les essais maquettes également par rapport à cette référence mère là également. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas toujours en accord entre la CFD et les essais maquettes, en grande partie dû aux fameux essais d'échelle qui sont pas correctement pris par les méthodes d'extrapolation. Mais qui sont trop dépendantes d'un navire à l'autre pour pouvoir être généralisées simplement aussi. Euh, et on observe également qu'on a une dispersion, on va dire en amplitude, qui est similaire entre les essais et les calculs. Éventuellement, petit avantage au calcul à cet endroit, en plus, c'est que on est plutôt tout le temps médisant. Donc, si on rajoute une marge, on fera plutôt pile la vitesse ou un peu plus. Et donc, on aura plutôt bien dimensionné le bateau. Alors qu'en essai, on constate qu'on est tantôt très médisant et tantôt plutôt pessimiste. Donc, si on rajoute une marge sur un calcul déjà trop optimiste, eh ben, on fait un bateau qui va beaucoup trop vite. Et d'un point de vue marketing, on aura donc vendu un bateau qui aurait dû faire 20 nœuds, on l'a vend, et finalement, il réalise 25 nœuds. On aurait pu gagner en compétitivité si on l'avait su plus tôt, quoi. Donc, c'est un petit avantage supplémentaire. Et puis, là, en vitesse de rotation, on est beaucoup plus crédible. Donc, les bandes vertes et oranges, je vous l'ai pas dit, mais vertes, on est parfaitement satisfait du résultat. On n'y toucherait pas. Ça nous irait très bien. Entre vert et orange, ce seraient des résultats bon, c'est correct. Mais si on a le temps, et généralement on a le temps, on refait une passe pour bien comprendre d'où viennent ces écarts et essayer d'intégrer d'éventuelles corrections à notre ensemble de calculs. Par contre, ces corrections-là, il faut qu'elles soient valables. Soit c'est vraiment très spécifique au bateau, euh, et bon, on laisse comme ça. Soit c'est généralisable et il faut s'assurer qu'on ne va pas créer plus de dispersion. Donc c'est un processus qu'il faut répéter en permanence quand on a de nouvelles évolutions techniques, quand on a de nouvelles idées pour améliorer la précision, pour aller chercher la possibilité de réduire le plus possible ces bandes vertes et oranges vers un résultat, disons, absolu, quoi. Voilà. Bon, après, c'est ce que j'ai dit, mais en texte globalement. Donc, si le temps est dépassé, je vais vous laisser poser vos questions. Si on va avoir le temps pour quelques questions. Donc,
Bon, il y avait énormément d'informations là dans votre présentation et bon, du coup, je pense que ça peut susciter beaucoup de questions. Moi, j'avais juste un petit commentaire. Enfin, j'ai aussi des questions, mais le commentaire, c'est sur le fait que finalement, les méthodes de volume, enfin, VOF, hein, pour la simulation de la surface libre, c'est des choses qu'on démarrait dans le milieu des années 90. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on n'en voyait pas forcément le bout. On se disait qu'on n'y arriverait peut-être jamais. Et là, je vois que maintenant, c'est intégré dans un processus industriel d'estimation des performances. Donc voilà, on voit qu'on a fait quand même beaucoup de progrès depuis. Donc voilà, je sais pas. Donc les questions, Jean-Loup. Jean-Louis Auzet. Sur la planche 17, là, on voit que les essais CFD ont l'air plutôt conservatifs par rapport aux essais maquettes. Et est-ce qu'on aurait aussi des essais au réel, donc à l'échelle 1, pour voir un peu comment ça se positionnerait par rapport à... Oui, pardon, j'ai pas dû être bien clair. Le zéro correspond à la valeur C'est la valeur, du réel, quoi. c'est la valeur réelle, d'accord. Et ce qu'on voit, c'est l'écart. Mais effectivement, du coup, c'est ça, hein, la CFD est plutôt Conservative. conservative. Et on pourrait facilement, on a des curseurs sur lesquels on pourrait encore jouer, hein. Typiquement, l'état de rugosité de la coque, ce serait un potard trop simple, en tout cas, à utiliser aujourd'hui, parce qu'on ne le maîtriserait pas suffisamment, mais qui permettrait de rehausser toutes ces valeurs si on le souhaitait. Mais ce serait au contre-coup, peut-être, de décaler la courbe de vitesse de rotation. C'est pour ça qu'on a ces deux grandeurs-là. Donc, typiquement, celui-là, on va plutôt caractériser la capacité à bien capter le couple, et puis celui-là, on va caractériser la capacité à correctement corréler la résistance et la vitesse de rotation, enfin, et la poussée de l'hélice. Didier Fréchou, j'avais deux questions. La première, c'était quel solver et Mayer vous utilisez du commerce. Et la deuxième question, c'était les essais à la mer aussi, où on a des incertitudes Oui, complètement. par expérience. Et donc, je ne sais pas si ça explique aussi certains écarts. Oui, oui, alors parfaitement. Alors pas pour tous les navires, et malheureusement pas pour celui où il y a le plus de dispersion. Mais effectivement, dans tout ce batch d'essais, c'est pour ça que je l'ai mentionné trop rapidement, mais c'est pas une valeur d'essai à la mer qui est présentée là, mais c'est la valeur moyenne corrigée d'une série d'un minimum de 4 essais à des. Alors, typiquement pour le porte-avions, on n'en a qu'un. Donc, c'est pas 4 essais à la suite, mais c'est 4 essais au fur et à mesure de la vie du bateau. Pour les frames, on en a une dizaine. Pour d'autres bateaux de Naval Group, on en a au moins un par bateau de la série. Donc, généralement, ça fait au moins 4 essais. Donc, sur des bateaux différents, mais censés être similaires. Et donc, effectivement, on a quand même une dispersion importante qui correspond quasiment au trait vert, finalement, observé ici. C'est pour ça qu'on le place comme ça et que c'est un peu la valeur qui nous va bien, vu que ça correspond à peu près à la dispersion des CMR. Et après, pour la question du solver, effectivement, j'en ai pas parlé parce que les éléments de code que je présentais juste avant, je les ai présentés généralistes exprès parce que c'est valable pour plusieurs codes différents. Le code opérationnel à Naval Group, enfin, déployé par Sirena, c'est Star CCM+. Le solver de turbulence, c'est K Omega SST pour les bâtiments de surface, ce qui n'est pas forcément le même nos activités. Je ne saurais pas s'il y a d'autres questions spécifiques, je pourrais y répondre plus tard. Il n'y a pas trop de secrets là-dessus, surtout pour des GA, on peut vous répondre. Merci Romain. Nicolas RL, DGATH. Tu viens de répondre à une question sur le modèle de turbulence qu'Omega SST, puisque du coup, c'était ma question d'après. Et lié à cette question, du coup, sur quoi ça s'appuie? Enfin, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Qu'Omega SST, qu'Epsilon, etc. Donc, est-ce que vous avez appuyé ça sur des données expérimentales ou est-ce que c'est une recommandation du solver commercial? Je crois pas. En tout cas, au début, c'était pas encore une recommandation de Star CCM. C'en est peut-être devenu une depuis. Je sais pas. Ça dépend des applications de toute façon. Ça découle également d'un consortium de différentes industrielles. DGA n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, dans le secteur naval, nous, on échange beaucoup avec d'autres industriels, donc typiquement Fincantieri en Italie, le Marine aux Pays-Bas,
Navantia en Espagne, enfin, et puis les chantiers de l'Atlantique également. Et donc, tous ensemble, on est à peu près arrivé à la conclusion que pour les bâtiments de surface, c'était le modèle qui donnait le résultat le plus satisfaisant. Le plus satisfaisant voulant dire qu'il reste des gros écarts non expliqués, potentiellement liés à une mauvaise modélisation de la turbulence. C'est une possibilité. Ou un autre écueil de ces codes, de ces modèles de turbulence, c'est tout ce qui est les phénomènes de décollement, qui c'est vraiment là où ça va jouer, où ça va pas être pareil. Donc effectivement, nous on a retenu celui-là, mais ça pourrait être un autre. Et ce qu'on constate surtout maintenant, donc là il y en a pas trop besoin pour les performances, disons propulsives, qui sont des performances intégrales. En tout cas, c'est une valeur globale sur la coque. Mais dès qu'on veut regarder des phénomènes plus locaux, typiquement les pressions fluctuantes ou la cavitation sur les pales, bah là, clairement, on voit que c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai légèrement introduit la LES, parce que bah, c'est clairement vers ça qu'on va tendre pour réussir à les capter correctement, ces phénomènes. Donc, aujourd'hui, c'est K Omega SST. On pourra en reparler dans 5 ans. Merci Romain. Donc on va passer à la deuxième